Je m'appelle James Cook. Je suis né en 1728 en Angleterre dans une famille de fermiers. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé comme mousse sur les bateaux qui servent au transport du charbon le long des côtes anglaises. Dès mes débuts en mer, j'ai étudié la navigation et l'astronomie. En 1755, lorsqu'éclatèrent les premières hostilités entre la France et l'Angleterre, je m'engageai dans la marine militaire. Très rapidement, j'ai maîtrisé tous les travaux du métier et je fus remarqué par mes officiers. En 1759, j'embarquai pour le Canada, où je rejoignis l'escadre qui faisait le siège de Québec. C'est pendant cette campagne que j'ai été chargé de sonder le Saint-Laurent et où j'ai effectué des travaux d'astronomie sur les côtes de Terre-Neuve. Toutes ces missions, je les ai remplies avec habileté et intelligence. Une question scientifique d'une haute importance passionnait les savants du monde, le passage de Vénus sur le disque du Soleil pour l'année 1769. Le gouvernement anglais était persuadé que cette observation pouvait être faite dans les mers du Sud et avait résolu d'y envoyer une expédition scientifique. C'était mon premier tour du monde et il allait être riche en découvertes. Commandant le vaisseau nommé Endeavour, ma mission était l'observation du passage de Vénus, mais je devais aussi faire une campagne de reconnaissance et de découverte dans l'océan Pacifique. 84 hommes d'équipage embarquèrent sur le vaisseau. Nous nous sommes dirigés vers le Cap Horn au sud de l'Atlantique, puis nous prîmes la direction de l'île de Tahiti, découverte par le capitaine Wallis 2 ans plus tôt et visitée par le navigateur français Bougainville l'année suivante. Les relations avec les habitants de cette île furent pacifiques et cela permit d'observer sereinement le passage de Vénus par les astronomes. Après 3 mois d'une riche observation sur les mœurs et les coutumes, nous quittâmes Tahiti pour découvrir les autres îles voisines. Un Tahitien nommé Tupaia embarqua avec nous. Sa présence s'avéra essentielle pour communiquer avec les autres peuples rencontrés. De plus, ayant visité les îles environnantes, il connaissait parfaitement la navigation dans ces parages. Après avoir exploré plusieurs îles de cet archipel que j'ai nommé les îles de la Société, je mis le cap au sud pour atteindre les terres découvertes par le néerlandais Abel Tasman 127 ans auparavant. Tasman les avait prises pour des terres situées au sud de l'Amérique du Sud, mais il s'agit en réalité de 2 grandes îles que j'ai nommées Nouvelle-Zélande. J'en ai effectué le tour complet et dressé une carte précise de ses côtes. Tupaia put s'entretenir avec les habitants, dont la langue n'est qu'un dialecte du tahitien, confirmant ainsi l'origine polynésienne de ce peuple. Les tentatives pour établir des relations pacifiques et des échanges se sont avérées difficiles. Néanmoins, nous avons pu faire des observations intéressantes. Le tatouage corporel y est très répandu et témoigne d'une habileté manuelle prodigieuse. C'est surtout la construction de leurs pirogues qui révèle le savoir-faire remarquable de ces peuples. Elles sont magnifiquement décorées. La faible présence d'animaux terrestres explique peut-être la pratique du cannibalisme que nous avons observé. En revanche, la flore semble très riche, et si les Européens venaient à s'y établir, ils y trouveraient tout ce dont ils auraient besoin. Après 6 mois de navigation sur les côtes néo-zélandaises, nous mîmes le cap à l'ouest vers les terres connues sous le nom de la Nouvelle-Hollande. Nous y débarquâmes dans un lieu que j'ai appelé Botany Bay en raison de la grande quantité de plantes que les naturalistes trouvèrent en cet endroit. Les premiers habitants qui furent aperçus étaient armés de longues piques. Leur visage était couvert d'une poudre blanche et leur corps était zébré de larges raies de la même couleur. En continuant vers le nord le long du littoral, nous nous trouvâmes bientôt dans une situation critique. L'Endeavour s'échoua sur un récif. Nous jetâmes à la mer tout ce qui pouvait alléger le navire, tandis qu'une voie d'eau s'ouvrait dans la coque. Toutes les pompes furent mises en service. Et heureusement, nous parvînmes à dégager le vaisseau et à colmater la brèche. Nous nous arrêtâmes quelques jours plus tard à l'embouchure d'une rivière pour effectuer les travaux nécessaires au bateau. C'est en ce lieu que nous aperçûmes de curieux animaux qui sautaient sur leurs 2 pieds de derrière et faisaient des bonds prodigieux.
Aucun Européen n'avait encore observé de tels animaux. Cependant, le danger n'avait pas disparu. Entouré de récifs périlleux et ignorant comment nous échapper, je pris la décision de m'éloigner le plus possible de la côte, et heureusement je découvris un chenal qui me conduisit en pleine mer. Malgré les dangers de cette route, je continuais à longer la côte et je doublais la pointe la plus septentrionale de la Nouvelle-Hollande à laquelle je donnais le nom de Cap York. Nous mîmes ensuite le cap sur Batavia, un comptoir hollandais, retrouvant ainsi des terres connues. J'étais parvenu à ce qu'aucun membre de l'équipage ne meure de maladie, et notamment du scorbut, grâce à une alimentation variée faite avec du chou fermenté et du jus de citron. Mais hélas, après tant de fatigues endurées, le séjour à Batavia où la fièvre est endémique fut fatal à l'équipage. Moi-même et la plupart des matelots tombâmes malades. Plusieurs moururent, dont le Tahitien Tupaya. Nous regagnâmes l'Angleterre en contournant l'Afrique, après une absence qui avait duré près de 3 années.